Aujourd'hui sur la planification familiale aussi, des sujets, un sujet qui est très pertinent, surtout pour les personnes avec une maladie génétique. Là, je pense en général, on garde les questions pour la deuxième moitié de la présentation. Euh, oui, on va essayer de garder les présentations relativement succinctes. L'idée, que ça ne prend pas trop, pas plus que 30 minutes. Puis par la suite, on a au moins, comme avec ça, au moins 30 minutes pour les questions. Et voilà. Oh, ça n'avance pas. Donc, voici notre agenda pour ce soir. Donc, on va commencer avec l'épilepsie et la grossesse. On va, par la suite, moi, je vais parler brièvement sur les médicaments anti-crise et la contraception. Et puis, non, c'est correct. Moi, j'ai confirmé. Et puis, finalement, Mme Tremblay va parler de la planification familiale. Donc, médicaments anti-crise et la grossesse. Vous allez voir que c'est un sujet qui est un peu, c'est pas nécessairement facile. C'est pas noir et blanc. C'est vraiment une question de balancer les risques versus les bénéfices. Je pense une première chose à souligner est que, c'est au moins ça, et que un premier point à souligner, c'est que la majorité des grossesses sont sans complications. Donc, vous allez voir que je vais parler des risques avec certains médicaments, les risques de retirer des médicaments, mais un point très important est que la grossesse chez les personnes avec l'épilepsie, c'est tout à fait faisable. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup d'expérience avec. Oui. Perdu. Donc, quand on parle des risques, fréquemment, on est surtout focusé sur les malformations majeures. Voici comme une liste de malformations, d'exemples de malformations majeures. En général, on peut dire que ce sont des malformations, soit du cerveau, de la colonne, du cœur, des urogénitales aussi. Donc, des malformations qui sont importantes. Par contre, vous voyez ici que ces risques ne sont pas équivalents entre les médicaments. Il y a des médicaments où le risque est très élevé, autres où le risque est très faible. En fait, un risque qui presque approche le risque de la population juste en général. Donc, vous voyez ici avec ce graphique que l'acide valproique, c'est le médicament le plus problématique. Avec l'acide valproique, le risque, ça peut être 10%. Avec des doses plus élevées, en fait, le risque peut être même 20%. Tandis qu'avec nos préférés, puis en général, nos préférés sont ceux trois-là qui sont dans cette boîte bleue. Nos préférés sont l'éphédrastam, l'amiotrigine puis l'oxcarbazepine. Avec eux, le risque, c'est pas 10, c'est pas 20%, c'est 2 ou 3%. Puis en fait, ce 2 ou 3%, c'est presque le même risque chez n'importe qui durant la grossesse, parce que ces malformations, ils ne sont pas toujours liées à ces médicaments anti-crise. En fait, ça peut arriver dans toute grossesse. C'est juste que certains médicaments anti-crise augmentent ce risque. Donc, nous avons les médicaments à éviter, si possible, puis nous avons nos médicaments préférés. Là, quand on parle de malformations majeures, on est surtout focusé sur des malformations physiques. C'est à mentionner que maintenant, on apprécie de plus en plus qu'il y a des complications cognitives aussi, que surtout avec l'acide valproïque, on sait qu'il y a un impact sur le quotient intellectuel de l'enfant. À 6 ans, on voit qu'ils ont un quotient intellectuel qui va être inférieur en moyenne par 6 à 9 points, que le risque d'avoir des retards de développement, le risque d'avoir des troubles de spectre autiste est élevé aussi avec ce médicament. Ces risques sont surtout associés avec l'acide valproïque, mais aussi, c'est possible, c'est pas confirmé encore avec les études, mais on croit qu'il y a probablement un risque avec autres comme topiramate. Donc, malformation physique, mais aussi malheureusement cognitive. Oh, j'ai quelqu'un à admettre. Voilà. Ce que nous pouvons faire pour protéger l'enfant, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais premièrement, on peut optimiser le choix de médicaments.
Donc, de choisir un médicament avec un faible risque, comme le levetiracetam, lamotrigine et oxcarbazepine. Un autre principe de base est que c'est bien de trouver la dose minimale efficace. En général, ces risques, surtout avec certains médicaments, ce risque est en lien avec la dose du médicament. Donc, une dose plus élevée veut dire un risque plus élevé. Donc, essayer de trouver la dose minimale qui est efficace pour cette personne. Troisième chose, troisième stratégie, c'est d'éviter ce qu'on appelle la polypharmacie. Donc, essayer de traiter la personne avec juste un médicament. On croit qu'avoir plusieurs médicaments en même temps, probablement des médicaments anticrise, que probablement ça augmente le risque. Puis finalement, c'est de prendre l'acide folique. Si, puis vous voyez ici que je l'ai souligné, si c'est possible de tomber enceinte. On souligne si possible parce que si on attend la grossesse, c'est trop tard. Il faut en fait que si l'acide folique va être efficace, il faut le prendre au moins des mois avant de tomber enceinte. Puis aussi, on sait que la majorité des grossesses ne sont pas planifiées. Donc, on ne peut pas attendre qu'on décide que oh, maintenant, on va essayer d'avoir des enfants. C'est pas, c'est pas assez fiable. Donc, puis c'est la vie. Et donc, si c'est possible, moi, c'est ça que je dis toujours à mes patients, le moment que c'est possible que vous allez tomber enceinte, puis c'est toujours le patient qui va savoir le mieux si c'est possible ou non. Si c'est possible, c'est bien de prendre l'acide folique parce qu'on croit que ça aussi, ça diminue le risque de complications, d'effets secondaires dus aux médicaments anti-crise. Donc, j'ai commencé en soulignant que la majorité des grossesses, que ça se passe bien. Par la suite, j'ai parlé des risques avec les médicaments anti-crise, les risques qui sont bien connus. Maintenant, je vais commencer un peu, je vais ajouter encore plus un peu de nuances que, bien sûr, quand on décide sur, ensemble avec la patiente, le choix de médicaments, qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, bien sûr, les risques associés avec les médicaments. Mais aussi, il faut aussi considérer le risque d'avoir des crises parce que ce n'est pas tous les médicaments qui sont équivalents. Il y en a certains qui vont fonctionner mieux que d'autres en termes d'éviter des crises. Et puis, finalement, bien sûr, il y a les priorités de la patiente à considérer. Vous avez vu comment j'ai souligné à quelques reprises déjà que l'acide valproïque, qu'il faut faire attention, que le risque de malformation physique et aussi un impact sur la cognition de l'enfant, ces risques sont très élevés avec l'acide valproïque. Par contre, puis ça, c'est quelque chose qui a été souligné dans cet article, j'aime beaucoup cet article, il souligne qu'il ne faut pas l'éviter à tout prix. Parce que chez certaines personnes, acide valproïque, ça va être le plus efficace. En fait, chez certaines personnes, c'est le seul qui va fonctionner. Nous avons plusieurs études qui ont confirmé qu'en général, en moyenne, que chez les personnes avec une épilepsie généralisée, donc un exemple peut être un syndrome exemplaire pourrait être l'épilepsie myoclonique juvénile, qu'en général, en moyenne, c'est le plus efficace. C'est lui qui va fonctionner plus fréquemment que versus de la motrigine, levetiracetam, topiramate. Oui. Que aller avec un médicament avec moins de risque pour le fœtus n'est pas toujours optimal si ça permet des crises. Parce qu'on sait que faire des crises durant la grossesse, ce n'est pas une bonne chose non plus. Qu'il y a des risques physiques pour la mère, mais aussi pour le fœtus si la mère fait des crises durant la grossesse. Il y a des risques au niveau d'un manque d'oxygène pour l'enfant. Puis aussi des études qui suggèrent, on n'est pas certain que si c'est vraiment vrai, mais des études qui suggèrent que faire de l'épilepsie durant votre grossesse augmente le risque de crise chez l'enfant, que ça crée des risques pour le quotient intellectuel pour l'enfant aussi. Donc, il y a une importance non seulement de optimiser le médicament pour minimiser le risque, mais aussi on veut que son épilepsie soit bien contrôlée.
Et que oui, il faut éviter acide valproique si possible, mais ne pas oublier aussi que son risque est en lien avec sa dose. Que ça arrive parfois, et acide valproique est tellement efficace qu'une faible dose, on réussit avec une faible dose d'acide valproique. Puis avec une faible dose d'acide valproique, on est capable d'enlever une haute dose d'un autre médicament. Et que parfois, une faible dose d'acide valproique, en fait, le risque n'est pas plus élevé qu'une haute dose de ces autres médicaments. Donc, parfois, même avec acide valproique, on peut minimiser ce risque. On peut garder ce risque acceptable. Puis un dernier point sur cette question de médicaments puis acide valproique est que là, on présume on a présenté ça un peu ouais, du point de vue qu'on veut éviter d'introduire, mais il y a aussi la question, qu'est-ce qu'on fait si la personne prend déjà l'acide valproique? Puis en fait, nous avons des études qui suggèrent que ce n'est pas toujours facile de l'enlever. On voit que fréquemment, si on essaie d'enlever l'acide valproique, il y a des crises. Et donc, certainement, si vous allez l'enlever, il faut le faire avant la grossesse. Il faut le faire bien avant la grossesse, au moins ça c'est l'optimal, pour voir si le nouveau médicament va fonctionner aussi bien. Puis oui, si la personne est déjà enceinte, en général, on ne l'enlève pas, on continue, parce que le risque de faire des crises si on l'enlève durant la grossesse est considéré trop élevé. Voici ça, c'est quelque chose peut-être un peu technique, c'est certain, ce document, mais c'est on appelle ça une ligne directrice clinique qui est sortie récemment. Ça, c'est un document pour aider les médecins à prendre des décisions, le meilleur médicament, dans quelles circonstances pour les personnes, les femmes avec épilepsie. Si jamais vous aimeriez lire plus là-dessus. Voilà. Le deuxième petit sujet que je voulais aborder, j'ai juste une diapo maintenant là-dessus. C'est les médicaments anti-crise, les MAC, et la contraception. Juste une diapo. Parce qu'en fait, finalement, je pense que c'est relativement simple. Que mélanger les médicaments anti-crise avec la contraception hormonale au moins est fréquemment un peu difficile, dans les deux sens. Parce que, oui, la contraception va influencer le médicament. Ça va diminuer son efficacité, le taux sérique de ces médicaments. Par contre, j'avoue qu'en général, ça, c'est pas trop difficile à gérer parce qu'il faut tout simplement augmenter la dose de ce médicament anti-crise. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un effet inverse, donc dans l'autre direction, que les médicaments anti-crise affectent l'efficacité de la contraception. Et donc, vous croyez que c'est efficace, mais peut-être non. Ici, vous voyez une liste des médicaments qui interagissent surtout, qui interagissent beaucoup avec les anticrises, avec la contraception. Ce n'est pas tous les médicaments anticrise. Vous voyez que c'est surtout carbamazepine, Esli, oxcarbazepine. Que l'évitracétam, par exemple, interagit moins. Vous voyez aussi ici qu'il y a certaines, à cause de ces interactions entre la contraception hormonale et les médicaments anti-crise, qu'il y a certaines façons de contraception qui sont recommandées. Celui qui est numéro un, puis ça, c'est pas juste au Canada, mais dans plusieurs pays, c'est recommandé que vous alliez avec un stérilet, soit hormonal ou en cuivre. Hormonal, son effet est très local, donc il n'y a pas d'interaction avec le médicament anti-crise dans le sang. L'hormone, ça reste assez concentré dans l'utérus. Donc, un stérilet, c'est très efficace, puis il y a peu d'interaction. Numéro 2, ici, ils ont mis, en fait, j'étais un peu surpris quand j'ai vu ça, ils ont mis l'injection, le depot injection, comme numéro 2. En fait, en général, dans mon expérience, ce n'est pas lui qui est recommandé par mes collègues en gynécologie, c'est plutôt l'implant. Donc, avant, c'était Norplan, maintenant, c'est plus Nexplanon. Euh, En grande partie à cause des effets secondaires avec les injections. Les injections, ça augmente pas mal le risque d'ostéoporose, puis aussi un gain de poids qui peut être important. Donc, fréquemment, le deuxième choix, c'est plutôt l'implant.
Mais bien sûr, c'est quelque chose à discuter avec un gynécologue ou un médecin de famille, bien sûr. Donc, ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis, je vais être très content de répondre à des questions à la fin, mais on va continuer avec Mme Tremblay pour le moment. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Keyser, pour la première partie. Donc, comme déjà mentionné, moi, je m'appelle Dani Tremblay. Je suis conseillère en génétique ici au CHUM. Et on va parler ensemble de la planification familiale pour les personnes qui vivent avec l'épilepsie. Donc, le plan de match, là, c'est de regarder un bref survol de la génétique et l'épilepsie, ensuite de regarder un peu les risques de transmission à un enfant. C'est quoi les options si on veut fonder une famille et on va revenir sur quelques points clés ensemble, puis passer à la discussion. Donc, si on commence de façon très générale, on sait à la base que ce n'est pas toutes les épilepsies qui vont avoir une cause génétique derrière. Pour celles qui ont une cause génétique, on peut les classer en deux grandes catégories, si on veut faire simple. Donc, la première catégorie, on les appelle les épilepsies monogéniques. On pourrait dire ce qui est simple. C'est causé par des variations génétiques dans un seul gène, donc une seule partie de l'ADN. On peut identifier la cause par un test génétique sur une prise de sang ou un test de salive. On connaît bien le risque de transmission et on est capable de clairement dire à nos patients la probabilité de transmission est de X, Y, Z. Et pour vous donner des exemples d'épilepsie génétique monogénique, il y a la sclérose tubereuse de Bourneville, il y a le syndrome de Dravet qui ont déjà très bien été introduits là, par les précédents symposiums. Et ce n'est pas une liste exhaustive, là, il y en a beaucoup d'autres là, qui sont connus à ce jour. On a une deuxième catégorie qui est plus compliquée, plus complexe, OK? Où on peut voir dans des familles où, oui, il y a plusieurs cas d'épilepsie, il semble y avoir un certain pattern. Par contre, on n'arrive pas à trouver clairement une seule cause. Et ce qu'on pense dans ces cas-là, c'est que c'est vraiment une interaction de plusieurs petites modifications génétiques à plusieurs endroits dans l'ADN. Et pour l'instant, ce n'est pas identifiable par les tests génétiques qu'on a actuellement. On s'en reparlera dans quelques années, ça va peut-être changer, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre là, un point précis et donc on n'arrive pas précisément là, à dire à nos patients c'est quoi la probabilité d'avoir un enfant avec la même maladie qu'eux. Pour la discussion d'aujourd'hui, on va vraiment. Oui. Admettre la nouvelle personne. Ah, je suis désolée. Je l'avais même. Ah, attends. Voilà. Génial. Merci, Dr. Keyser. Alors, pour la discussion d'aujourd'hui, on va vraiment se focuser sur les épilepsies génétiques simples, donc monogéniques. La majorité de la discussion là, va vraiment s'appliquer là, à ce type d'épilepsie génétique. Alors, quand on parle des épilepsies génétiques simples ou monogéniques, la première catégorie, donc le risque de transmission, il va dépendre selon l'anomalie génétique, elle est où dans notre ADN. Donc, il y a différents modes de transmission qu'on appelle. Un qui est peut-être le plus facile à comprendre, c'est la transmission dominante, où on a une chance sur deux de transmission à chaque fois qu'on a un enfant. Il y a aussi des modes de transmission qu'on dit récessifs, où à ce moment-là, ça prend vraiment deux parents qui sont porteurs. Donc, on a quand même moins de chances de transmettre à notre enfant parce qu'il faudrait que notre conjoint ou notre conjointe soit porteur de la même chose. Il y a d'autres qui sont reliés au chromosome X. Donc, à ce moment-là, le risque va vraiment dépendre si on est un homme ou une femme, si on a un garçon ou une fille. Et plus rarement, il y a des causes aussi qu'on dit dans la mitochondrie, donc qui sont transmises dans ce cas-là uniquement par les femmes. Donc, on n'ira pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'il y a une variété de façons là, de transmettre une maladie génétique. Et si jamais vous avez déjà passé un test génétique, vous pouvez vous informer avec votre généticien, conseillère génétique ou même votre neurologue qui pourra vous préciser dans votre cas à vous là, lequel s'applique, si c'est le cas. Si je vous donne un exemple plus concret, par exemple pour la sclérose tubéreuse de Bourneville qui suit la transmission autosomique dominante, on a une chance sur deux ou 50 de probabilité à chaque grossesse. Donc, si on prend notre patient ici là, qui a la sclérose tubéreuse de Bourneville, peu importe qu'il ait un garçon ou une fille, à chaque fois qu'il a un enfant, c'est une chance sur deux. Et donc, théoriquement, s'il avait comme ici ce monsieur qui aurait eu quatre enfants, il y a 50 qui vont en avoir hérité, 50 qui n'en ont pas
hériter. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle ou qu'on peut vraiment décider là, quand on a un enfant. Et ça, c'est la prochaine partie qu'on va regarder ensemble. Quelles sont nos possibilités là, si on est face à cette situation-là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut commencer, avant d'aller dans ces discussions-là, à savoir, c'est différent d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une façon qui s'applique à tout le monde. Donc, moi, par exemple, quand je rencontre un patient, je vais leur dire, bien, écoute, on peut décider d'attendre à la naissance. Puis on va faire évaluer l'enfant. On a des très bons spécialistes en pédiatrie qui vont pouvoir faire une évaluation clinique ou une évaluation génétique et savoir à ce moment-là, est-ce que notre enfant a hérité de la même maladie génétique que nous? Il y en a qui disent, ah, moi, je n'ai pas envie d'un petit peu le laisser le hasard décider, donc j'aimerais faire un test génétique prénatal. En grossesse, on va revenir là-dessus aujourd'hui. D'autres qui disent, ah, j'ai même pas envie d'attendre d'être enceinte, je veux faire avant même, je vais faire un diagnostic préimplantatoire avec la fécondation in vitro. Ça aussi, on va regarder ça plus en détail aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui vont aller pour des options complètement alternatives pour plein de situations personnelles qui peuvent dire, ben écoute, moi, à cause de ma condition, à cause de mes médicaments, à cause de X, Y, Z, je préfère faire un don de vulve, un don de sperme, adoption, limite, toutes les options sont dans la nature pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va regarder les deux options qui sont peut-être les plus obscures ou les moins connues. Donc, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire. On commence avec diagnostic prénatal. Donc, je vous ai mis des images, il ne faut pas être intimidé de comprendre tout ce qui se passe. Alors, quand est-ce que ça se fait? Ça se fait pendant une grossesse. Donc, on tombe enceinte de façon naturelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test génétique sur un prélèvement d'ADN du bébé. Ça va nous permettre de savoir d'avance est-ce que le bébé a hérité ou pas l'anomalie génétique. Il y a deux façons différentes de le faire. Donc, soit on va chercher un petit morceau du placenta, ça se fait en 11 et 13 semaines de grossesse, soit on fait une amniosynthèse, donc on va chercher du liquide amniotique, et dans tous les cas, ça va représenter l'ADN du bébé. Donc, on ne va jamais piquer le bébé dans le ventre de la mère, OK? Des fois, on pense, oh mon Dieu, ça va laisser des séquelles au bébé. Ça ne laisse pas de séquelles physiques au bébé parce qu'on ne va pas toucher le bébé avec ces procédures-là. C'est fait avec des échographies, c'est fait par des professionnels. Ils vont vraiment chercher qu'est-ce qui va représenter l'ADN du bébé sans aller toucher le bébé en tant que tel. C'est quoi la fiabilité de ce test-là? On dit près de 100 dans le sens que c'est la même fiabilité qu'un test sanguin que nous-mêmes on aurait fait. OK? Donc, on a quelque chose d'assez fiable. Est-ce que c'est couvert par l'assurance maladie au Québec? Oui. Mais c'est quoi les inconvénients? Parce qu'il n'y a rien de parfait. Bien, c'est sûr qu'on va déranger la grossesse. Hein, on va mettre une aiguille, on va chercher un petit morceau de placenta, un petit peu de liquide amniotique. Il y a une possibilité de provoquer une fausse couche en faisant cette intervention-là. Ce risque-là, il est autour de 1 sur 300 quand on fait la procédure. Donc, oui, la majorité des cas vont évoluer là, de façon favorable là, au niveau de la grossesse. Par contre, on ne veut pas faire ces tests-là comme juste par curiosité, parce que ça veut quand même mettre la grossesse en danger. Il y a quand même le désavantage aussi qu'on connaît cette information-là quand même plus tard. Hein. Je vous ai dit, le premier test, la biopsie, ça se fait vers 11 à 12 semaines de grossesse. On attend quelques semaines pour connaître le résultat. Donc, c'est sûr qu'on finit par avoir l'information plus tard dans la grossesse. Et il y a certaines personnes qui vont décider de faire une interruption médicale de grossesse dans ces contextes-là. On comprend puis on est conscient qu'il y a un risque non négligeable au niveau psychologique et émotif de ce genre d'intervention-là. Et aussi, bien, ça se peut que ce ne soit pas possible. Tous les bébés se forment différemment. Des fois, le placenta se place d'une façon ou d'une autre et on n'arrive pas à faire une biopsie. Dans ce cas-là, on doit attendre encore plus tard pour avoir le liquide amniotique après 4 mois de grossesse. Donc, il y a des patients pour qui ils disent, bon, là, c'est trop tard pour moi. Là, je ne suis pas prête à aller jusque-là. Et il y a toujours une possibilité que quand on va chercher l'ADN du bébé, on prenne l'ADN de la mère à la place. Et il y a des contrôles qui sont faits pour ça. Là, on ne va pas se tromper, mais ça se peut que des fois, il faut refaire la procédure pour des raisons comme ça. Maintenant, on change d'option. On dit, oh my God, il y avait beaucoup de choses pas super cool là, que tu nous as dit, Dani, on veut avoir les autres options. Donc, si on veut faire du diagnostic préimplantatoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On va vraiment aller avant même de tomber enceinte. On va contacter une clinique de fertilité. Il y en a dans les centres privés, il y en a dans les centres publics comme l'hôpital Sainte-Justine. On va faire encore une fois un test génétique,
mais là, on va le faire sur un embryon. Donc, le début d'un bébé, qui va être formé par la fécondation in vitro. On fait une fécondation in vitro de façon très simplifiée, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les ovules de la mère, les spermatozoïdes du père, on va les faire se rencontrer en laboratoire et ça va former des embryons. D'habitude, ça se passe dans le ventre de la mère au début, mais là, on va être en laboratoire. Ces embryons-là vont grandir quelques jours et on va aller faire une biopsie de chaque embryon pour regarder l'ADN. On va faire un test génétique et là, on va voir, OK, j'avais 5 embryons qui sont formés. Celui-là, il a hérité, celui-là, il n'a pas, celui-là, il est beau, celui-là, il n'est pas beau. Donc, on ne peut pas modifier les embryons qu'on a. On peut sélectionner selon est-ce qu'ils ont hérité ou pas. Et dépendamment des formes de transmission, on s'attend à ce que au moins 50 de nos embryons soient sains et n'en aient pas hérité, mais c'est le hasard qui décide. OK? Une fois qu'on sait quels embryons sont en santé, on va en prendre un et on va le transférer dans l'utérus de la mère et c'est là que ça forme une grossesse. Donc, tout ça, c'est fait avant même de tomber enceinte. On revient aux mêmes questions. C'est fiable comment ce test-là? 95 à 98 de fiabilité. Pourquoi ce n'est pas 100 mais c'est parce qu'on va tester quelque chose qui est très, très, très petit. OK? Pour avoir assez d'ADN pour faire un test génétique, on va devoir faire un peu, en gros, copier-coller de l'ADN de notre embryon et ça peut induire des erreurs. Donc, dépendamment des laboratoires, on va avoir à peu près 95 à 98 de fiabilité de ce test-là. C'est quoi les coûts? C'est nouveau depuis 2024. L'assurance maladie a annoncé qu'ils allaient couvrir un cycle de fécondation in vitro pour les patients avec maladie génétique grave. Ils n'ont pas encore statué exactement qu'est-ce qui est une maladie génétique grave. Donc, l'éligibilité, elle est déterminée au cas par cas. Je me mouille un peu en disant que je suis presque certaine là, que la sclérose tubereuse de Bourneville serait inclus là-dedans. Même chose pour le syndrome de Dravet, mais je ne peux pas faire de promesse à personne. C'est vraiment chaque dossier là, est vraiment évalué. Et c'est un cycle qui est couvert. Et donc, si pour plein de raisons, ce cycle-là ne fonctionne pas, tous les embryons on a été malchanceux, ils ont hérité, à ce moment-là, c'est plus couvert. Il faut payer pour un autre cycle après. Et là, c'est des coûts qui sont quand même non négligeables. Par contre, il y a aussi moyen d'être chanceux, puis qu'on fait un cycle, on a plein d'embryons en santé, on les garde congelés, puis on peut avoir plein d'enfants avec ça. Donc, ce n'est pas nécessairement un seul cycle par enfant. Ça peut bien tomber, puis arriver qu'on a réussi à former plusieurs embryons en santé, puis on les garde de côté pour avoir plus d'enfants plus tard. Encore là, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours possible non plus. OK? C'est des tests génétiques qui sont faits de façon personnalisée à la mutation génétique, donc à l'anomalie d'ADN. Il y a des cas où ça ne se fait pas. Des fois, on regarde le type d'anomalie génétique, ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand on a des mutations qui sont nouvelles chez une personne, on appelle ça de novo. Des fois, c'est plus difficile ou on a une fiabilité du test qui est un petit peu moins grande. On a aussi tous les risques qui viennent avec la fécondation in vitro. Donc, tout ce qui est stimulation hormonale, et je ne sais pas si le Dr. Keyser a des inputs là-dessus avec les médicaments anti-crise. On a parlé des coûts déjà, on a parlé de la fiabilité. Puis, c'est sûr que si on s'embarque là-dedans, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est commencer à y penser plus tôt que tard. C'est plus facile de ralentir le processus de dire, OK, finalement, on n'est pas prêt tout de suite, que d'après ça, de dire, oh my God, on est pressé. Il y a quand même des délais d'attente pour faire ce genre de démarche-là. Présentement, moi, ce que je dis à mes patients, c'est de prévoir environ 1 an. Est-ce que la nouvelle couverture du gouvernement va faire exploser les délais? On ne le sait pas encore. Donc, une fois qu'on a regardé tout ça, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'assoie et qu'on se dise, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour mon couple, pour ma situation personnelle? Parce que comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas une façon de faire les choses. Ce n'est pas obligatoire de passer par aucun de ces tests-là. Il y a des gens qui décident de ne faire aucun test. C'est tout à fait adéquat aussi. Par contre, on doit garder en tête qu'un prérequis pour arriver à faire les tests prénatales et les tests préimplantatoires, c'est d'avoir une cause génétique connue, confirmée. Si on ne connaît pas la cause génétique, on ne pourra pas plus l'identifier sur le test génétique bébé. Et au final, il y a des gens comme moi, comme toute l'équipe de génétique du CHUM, il y en a à Sainte-Justine, il y en a à McGill, qui peuvent vous
vous épauler là-dedans puis regarder qu'est-ce qui est possible pour vous, qu'est-ce qui est faisable. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos équipes traitantes, de dire, ben, j'aimerais ça voir là, qu'est-ce qui se fait là-dessus. Puis, on est très gentils. N'ayez pas peur de venir nous parler et on va pouvoir décortiquer plus en détail qu'est-ce qui peut s'appliquer à votre situation personnelle.